Bonjour à tous, bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito, à présent les titres de la semaine. Près de 50 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont 64% en Afrique. L'OMS s'inquiète de la baisse de l'aide à la prévention. La suspension des décisions de visa et d'asile prendra le temps qu'il faudra, déclare Donald Trump suite à l'attaque contre la garde nationale américaine. L'opposant camerounais Anicent Ekan, proche d'Issa Thioroma, est décédé en prison. La réaction de son avocat dans ce journal. Le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Les organismes internationaux tirent la sonnette d'alarme sur la baisse de l'aide à la prévention et à la prise en charge. Les derniers chiffres de l'OMS font état de 40,8 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, dont 64% en Afrique. L'agence onusienne a exprimé ses inquiétudes. Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, c'est autour de ce thème que le monde commémore la journée mondiale de la lutte contre le sida. La crise de financement menace de réduire à néant les progrès atteints en plusieurs décennies, rappelle l'ONU-SIDA. Les pays sont invités à opérer des changements radicaux dans la programmation et le financement de la lutte contre le VIH. La communauté internationale est appelée à s'unir pour combler le déficit de financement en aidant les pays en matière de prévention et de traitement du VIH. Selon les dernières statistiques de l'ONU-SIDA sur le continent, près de 26 millions de personnes vivent avec le VIH. 90% d'entre elles connaissent leur statut. Environ 650 000 personnes en 2024 ont contracté le virus. L'objectif d'élimination régionale et mondiale n'a pas été atteint, mais il reste possible, estime l'ONU-SIDA, si le monde choisit des solutions transformatrices plutôt que le repli. Aux États-Unis, la suspension des décisions de visa et d'asile sera d'une durée indéterminée. À la suite de la fusillade qui a coûté la vie à 2 soldats de la garde nationale, Donald Trump entend garantir que chaque étranger soit contrôlé et soumis à un examen approfondi dans toute la mesure du possible. Après l'attaque contre 2 soldats de la garde nationale à Washington mercredi dernier, le patron de la Maison-Blanche multiplie les déclarations anti-immigration. Dimanche, Donald Trump a particulièrement visé la Somalie. Les ressortissants de pays qui ne sont pas amis et des pays qui sont eux-mêmes hors de contrôle, des pays comme la Somalie qui n'ont pas de gouvernement, pas d'armée, pas de police, ils ne font que s'entretuer. Ils viennent dans notre pays et nous dictent leurs lois. Nous ne voulons pas d'eux. L'administration Trump a ordonné une révision des cartes vertes et des dossiers d'asile des ressortissants des pays jugés sensibles. Plus de 50 millions de résidents nés à l'étranger sont dans le viseur et plus de 20 millions d'entre eux sont citoyens américains. Nous avons des criminels qui sont entrés dans notre pays et qui ont été naturalisés, peut-être par l'ancien président ou quelqu'un d'autre. Et si j'ai le pouvoir de le faire, je ne suis pas sûre d'avoir le pouvoir, mais je les dénaturaliserai, absolument. Le réexamen des visas et des dossiers d'asile concerne les ressortissants originaires de 19 pays, notamment d'Afghanistan, d'Iran, de Cuba ou encore de la Somalie. Le décès d'Anicent Ekan a été annoncé lundi par son avocat. Il était détenu depuis son arrestation du 24 octobre, alors que le Cameroun réprimait les manifestations post-électorales. Il était accusé d'avoir soutenu Issa Thioroma, autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Informé du décès de son client en détention, l'avocat d'Anissé Ekane, Maître Ngwana, s'est rendu au centre médical de la gendarmerie de Yaoundé. Son client avait été privé pendant plusieurs jours de son extracteur d'oxygène. La dernière fois que nous avions vu Anissé Ekane, c'était la semaine passée, notamment mardi, où il était très souffrant à l'apparence, parce qu'il parlait très à peine, la voix à peine audible. Il a réussi quand même à nous dire qu'il avait besoin de rencontrer son pneumologue. Il a également émis le vœu d'avoir des échanges confidentiels avec ses avocats. Et il a surtout souhaité d'être transféré dans un hôpital où il bénéficierait d'un traitement, selon lui, les mieux appropriés. L'annonce du décès du
combattant Anissé Kane a créé une onde de choc pour nous, les leaders de la société civile, et pour moi particulièrement. Déjà qu'il subissait une injustice criade, une violation grave de ses droits en tant que citoyen. Apprendre aujourd'hui son décès nous démontre à quel point le régime de Yaoundé est prêt à aller au bout de sa logique, qui est celui d'éliminer de la scène tous les opposants politiques à son régime. Parce qu'il faut dire que le combattant Anissé Kane est en détention arbitraire qui a duré plus de 30 jours. La garde à vue administrative est une garde à vue qui ne s'explique pas, qui ne se définit pas, qui ne s'accepte pas du point de vue des engagements internationaux du Cameroun en matière de protection des droits et libertés fondamentaux. Son parti, l'UPC Manidem, dénonce un crime d'État et exige que la lumière soit faite sur les conditions de détention et les circonstances exactes de son décès. Denis Mukwege a émis quelques critiques sur le processus de sortie de crise en RDC négocié au Qatar et aux États-Unis. Le prix Nobel de la paix s'est exprimé via un communiqué évoquant la mise à l'écart du peuple et le manque de transparence dans l'accord cadre de Doha présenté comme un progrès. Dans un communiqué partagé sur la toile, le docteur Denis Mukwege remet en cause les processus de Washington et de Doha initiés pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Des négociations qui, selon lui, traduisent une marginalisation dangereuse du peuple congolais, mais aussi une instrumentalisation du conflit par des grandes puissances qui seraient dirigées par leurs propres intérêts. Denis Mukwege regrette que les Congolais continuent de supporter un coût humain important, tandis que les initiatives de paix sont élaborées loin d'eux, sans transparence, sans inclusion et sans véritable volonté de s'attaquer aux causes profondes du conflit. Pour le célèbre militant, l'accord cadre de Doha, présenté comme un progrès, n'offre ni mécanisme contraignant, ni garantie de mise en œuvre, ni disposition visant à démanteler la culture de l'impunité. À 70 ans, Denis Mukwege est un gynécologue et militant des droits de l'homme, connu pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici quelques dates à retenir. Du 1er au 4 décembre, le sommet africain sur la protection des données se tient à Accra, au Ghana. Il s'agit d'expositions d'outils de protection des données et de confidentialité, d'échanges et d'opportunités de réseautage avec des acteurs locaux et internationaux. Le 4 décembre, une rencontre décisive est prévue à Washington entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Présenté par les États-Unis comme un tournant diplomatique, l'objectif est de ratifier définitivement l'accord de paix signé en juin dernier. Le 8 décembre marquera l'investiture d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a été réélu le 25 octobre dernier et plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour cet événement. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.